Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 108 de Dev Café où on va résumer pendant une dizaine de minutes les principales infos autour du dev mobile. Alors côté programme, hier j'avais dû tourner la vidéo un tout petit peu plus tôt que d'habitude, du coup il y a plein de sujets qui devraient vous intéresser aujourd'hui avec notamment du Flutter, de l'Android et des pubs, bref du bon comme du moins bon et on découvre ça tout de suite. Pour débuter, on va voir plusieurs sujets autour de Flutter, sachant que pour rappel, le 25 janvier prochain, c'est-à-dire pile poil dans 2 semaines, le mercredi, il y aura le Flutter Forward où on devra en apprendre plus sur la prochaine version de Flutter, et tout en ayant un petit aperçu de Dart 3. Mais en attendant, il y a l'équipe de Flutter qui propose les 17 Days of Flutter, où chaque jour en fait ils publient des nouvelles vidéos, des nouveaux tutos, et ils ont commencé pas plus tard que lundi soir par un code lab pour créer un jeu. N'hésitez donc pas à suivre le compte officiel Twitter sur Flutter, car en plus ça a l'air d'être publié chaque soir à 21h heure française. Ensuite, toujours sur Flutter, bonne nouvelle puisque sur GitHub, le projet est désormais classé 3e en nombre de contributeurs, c'est juste derrière VS Code et Home Assistant. Du coup, pour toutes les personnes qui se demandent encore si Google va abandonner le projet, je pense que vous avez la réponse. Et enfin, c'est par l'intermédiaire de ce tweet que l'on découvre qu'une pull request est en cours de validation pour supporter l'importation de scènes en 3D. Alors finalement, l'aspect jeu de Flutter, il est assez peu développé jusqu'à présent, mais ça devrait largement s'améliorer, d'autant que je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y avait quelques temps, ils avaient aussi annoncé la compatibilité avec Unity. Voilà donc pour les 2-3 infos autour de Flutter, sachant que pour rappel, je vous ferai un live le 25 pour qu'on puisse suivre ces annonces en direct. Par contre, l'horaire il est vraiment désastreux pour nous, puisque ça va commencer à partir de 15h30 en plein milieu de l'après-midi jusqu'à 17h. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez le regarder en live avec moi, histoire de mesurer un tout petit peu la hype. Mais bon, vous croyez que tous les sujets autour de Flutter étaient finis? Eh bien non, pas tout à fait, car pour rappel, Flutter est lancé sur un seul thread, et les async await, ça permet de faire de la concurrence, mais on peut aussi faire du parallélisme à travers ce qu'on appelle les isolate. Mais contrairement à d'autres langages, les isolate, ils partagent pas de mémoire avec les threads existants. Du coup, on peut en lancer beaucoup, car finalement l'impact mémoire est très faible. Par contre, à chaque fois, il faut lui repasser toutes les données. Et dans la même veine, les isolate, ils n'ont pas accès aux plugins ou alors aux dépendances si vous préférez, car c'est uniquement l'isolate qui dirige l'appli, qui les a à la fois lancés et peut donc les appeler. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que sur la prochaine version de Flutter, ce sera enfin possible. Et en effet, comme vous le voyez dans cet article qui parle d'ailleurs de Flutter 3.7, donc a priori on pourrait imaginer que ce soit le nouveau numéro de la version, eh bien autant les plugins que les plateformes channel seront accessibles depuis tous les isolates, sachant que là aussi, si vous ne savez pas ce que c'est les plateformes channel, c'est tout simplement ce qui permet de faire communiquer du code Flutter avec celui natif d'Android, d'iOS, du web, etc., etc. Bref, finalement, il n'y a que des bonnes nouvelles côté Flutter aujourd'hui. Ensuite, je vous ai dit en intro que j'avais un tout petit peu de retard, et en effet, lundi soir, il y a la deuxième bêta d'Android 13 QPR2 qui est sortie, et il y a quand même pas mal de petits changements. Alors, on va commencer pas forcément par le plus important, puisque les 21 nouveaux emojis d'Unicode 15 ont été rajoutés. Voilà, comme je vous ai dit, pas très important. Ensuite, depuis Android 13, on peut désormais avoir des themed icons, c'est-à-dire des icônes monochromes pour les applis. Et en fait, en l'état, le résultat, il est assez mitigé, car si une application implémente pas ça, on va se retrouver avec un mélange avec des icônes où il y a des couleurs et d'autres en noir et blanc. Et en fait, sur cette QPR2, il y a désormais un flag pour forcer la génération d'une icône en noir et blanc, même pour celles qui n'ont pas en fait fait le nécessaire. Et on poursuit avec un élément intéressant autant pour les utilisateurs que pour nous les développeurs, puisqu'il y a désormais cette pop-up qui permet de s'afficher et qui permet notamment de partager ou d'enregistrer l'écran. Et enfin sur l'écran de déverrouillage, aujourd'hui il y a 2 petits raccourcis sur le bas, mais qui sont en fait pas modifiables, en tout cas pas sur la version AOSP, et bien désormais les fabricants pourront y avoir accès. Reste à savoir ensuite comment tout ça sera modifiable, consommable, etc. etc. Donc aujourd'hui, vous pouvez déjà tester cette nouvelle version si vous avez un téléphone Pixel depuis le modèle 4A. Allez, juste avant les actus en bref, petite info autour du NDK d'Android, c'est-à-dire la manière de coder en natif avec du C++, et je vous avais indiqué que Google avait commencé à réfléchir à une implémentation en Rust, à l'image finalement de ce qu'ils font sur AOSP, mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'avancer très très vite, mais c'est pas pour autant au final que vous pouvez pas faire du Rust, simplement c'est que c'est pas supporté officiellement par Google, et par l'intermédiaire d'un post qui a été publié sur le blog officiel de Rust, on apprend que le NDK minimum supporté va passer à la version 25, c'est-à-dire qu'Android 4.4 sera désormais la version minimum qui est supportée contre Android 4.0 aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous n'aviez pas écouté les Dev Café pendant les fêtes de Noël, je vous ai remis en description le tuto que l'équipe de Google a créé autour de Rust. C'est vraiment super bien foutu et en plus c'est une formation complète et gratuite pour apprendre le langage en 4 jours. Allez, place à la pause pour les actus en bref, avec aujourd'hui je crois un record de petites infos. Du coup, n'hésitez d'ailleurs pas à me dire si elles vous intéressent, vu que j'essaie généralement qu'elles soient un peu plus généralistes.
Régulièrement, Google met à jour ses Play Services et une information est intéressante sur le contenu de janvier, à savoir que des nouvelles fonctionnalités autour des services de Device Connectivity ont été ajoutées. Mais sans plus de détails, il est difficile d'y voir quelque chose de concret. Côté Apple, l'arrivée du potentiel casque de réalité virtuelle mixte pour la WWDC en juin nécessiterait que des employés travaillant aujourd'hui sur iOS et macOS soient réorientés temporairement vers cette nouvelle plateforme. Cela pourrait dire que les prochaines itérations d'iOS et de macOS apporteraient moins de nouveautés. ChatGPT est pour l'heure gratuit, mais devrait rapidement devenir payant. Toutefois, une application sur l'App Store, qui est certes disponible gratuitement, propose un abonnement de 8 € la semaine pour utiliser l'outil. Comme quoi, se faire de l'argent sur le dos du travail des autres, y a de l'idée. Ce serait une première aux États-Unis puisque le CEO de Do Not Pay propose de payer un cabinet d'avocats 1 million de dollars en échange qu'un avocat vienne plaidoyer ce que GPT-3 indiquerait. La question de la légalité d'une telle action est quand même centrale ici, suite donc au prochain épisode. Le district des écoles publiques de Seattle a déposé plainte contre Meta, TikTok, Google et Snapchat qu'ils accusent, je cite, de créer une crise de la santé mentale chez les jeunes Américains. Plus précisément, ce sont les mécaniques psychologiques qui sont pointées du doigt pour faire revenir sans cesse les jeunes utilisateurs, mais aussi le contenu souvent mal adapté à cette population. PokémonGo.io et BetaPokémonCards.io proposaient des cartes Pokémon NFT, mais qui n'étaient en réalité qu'une façade pour installer l'outil de contrôle à distance NetSupport. Faites donc bien attention à ces hackers en herbe qui utilisent désormais n'importe quel motif pour essayer de nous avoir. Et enfin, comme chaque année, le site Product Hunt lance ses Golden Kitty Awards où vous pouvez voter dans 24 catégories. Attention, vous n'avez que jusqu'à vendredi pour y participer. On reprend avec une info qui ne devrait pas vous intéresser au premier abord, mais qui est quand même intéressante, vous allez voir. Alors comme vous le savez, sur YouTube, depuis quelques temps, ils mettent énormément en avant les shorts, qui sont en fait ces vidéos de à peu près 1 minute, qui sont là en fait pour concurrencer TikTok et les stories en général. Sauf que jusqu'à présent, aucune pub n'est diffusée et les créateurs étaient payés par en fond où les personnes se partageaient les sommes. Mais à partir du 1er février, ça va complètement changer car des vraies pubs vont s'intercaler entre les shorts, sauf si bien sûr vous avez un abonnement premium. Et jusqu'à présent, le concept avec les vidéos classiques, c'est que toutes les pubs affichées avant, pendant et après reviennent au créateur de la vidéo. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué car on est sur un flux infini de vidéos. Et YouTube a décidé de couper la poire en deux en diffusant des pubs tous les 3 ou 4 vidéos. Dans ce cas-là, en fait, le revenu sera redistribué à parts égales entre toutes les vidéos, peu importe qu'un créateur ait des millions de vues ou alors quelques centaines, ce sera identique. A noter en revanche qu'en cas d'utilisation de la musique, la part baissera un tout petit peu, ce qui devrait normalement accentuer le fait que les gens n'utilisent pas de la musique. Bref, je trouvais ça intéressant de vous l'expliquer, d'autant plus que pour vous, vous allez le remarquer en tant qu'utilisateur de YouTube, vous allez voir encore plus de pubs, sachant donc que ce sera à partir du 1er février. Ensuite, je vous remets sur le tapis un sujet qui n'était qu'une expérimentation il y a quelques mois et qui malheureusement se concrétise avec la création d'une co-entreprise entre plusieurs opérateurs européens. Donc il y a Deutsche Telekom en Allemagne, Telefonica en Espagne, Vodafone au Royaume-Uni et Orange en France. Et qu'est-ce que ces 4 garnements vont faire ensemble, vous allez me dire? Eh bien, ils vont aider à diffuser de la pub. C'est génial, n'est-ce pas? Mais bon, juste avant de comprendre ça, pour bien comprendre aujourd'hui, c'est au niveau des OS des téléphones qu'on peut demander un numéro d'identifiant unique pour avoir des pubs personnalisées. Et autant sur Android que sur iOS, on peut plus ou moins facilement indiquer si on souhaite partager cette info. Mais finalement, nos chers opérateurs aimeraient bien grignoter des parts de marché dans ce juteux marché, justement. Et la fameuse co-entreprise va leur permettre d'offrir une solution pour identifier chaque utilisateur, non pas au niveau du système, mais carrément au niveau de l'opérateur. Donc ça fonctionnera de partout, y compris sur les vieux téléphones. Donc autant vous dire que désactiver l'info sur Android ou sur iOS, ça ne servira à rien, car on est clairement au-dessus, à condition bien évidemment d'avoir une carte SIM. Toutefois, pour l'heure, rien n'est encore fait à 100%, car l'autorité de la concurrence européenne doit valider la création de l'entité, sachant qu'ils ont jusqu'au 10 février prochain pour rendre leur décision. Si on revient à l'info que je vous avais donnée initialement, le projet il s'appelait Trust PID, et ils ont quand même dû le faire évoluer un tout petit peu pour mieux s'accorder avec les règlements européens, notamment sur le fait qu'il faille donner le consentement explicite ou opt-in, dit autrement, en fait sur leur système, sans l'accord de l'utilisateur, tout simplement l'identifiant, il ne sera pas disponible du tout. Alors si je poursuis un tout petit peu plus et que je cite l'extrait du document de la création de la co-entreprise, les utilisateurs auront accès à un portail convivial de confidentialité et ils pourraient dire à quelles marques et quels éditeurs ils ont donné leur consentement, mais aussi le retirer. Sauf qu'au final, ce portail il est un tout petit peu mystérieux puisque c'est au niveau de l'opérateur, mais est-ce que ce sera un site, une appli?
Et surtout, côté utilisateur, déjà qu'ils comprennent rien aux cookies, au RGPD, si en plus il y a deux types d'identifiants, un au niveau du téléphone et l'autre au niveau de l'opérateur, je donne clairement pas cher à celui qui va essayer d'expliquer ça à notre très chère Madame Michu. Donc a priori, ce qui va se passer, c'est que lors de l'affichage d'une pub, par exemple sur un site, il y aurait une pop-up supplémentaire qui s'afficherait pour demander le consentement. Du coup, ça ferait un consentement en plus. C'est génial, n'est-ce pas? Mais bon, finalement, si l'ID il est défini au niveau de l'opérateur, comment ça pourrait marcher en Wi-Fi, vous allez me dire? Eh bien, il semblerait que lors des communications en 4 ou 5G, l'identifiant soit stocké quelque part, et donc ça poserait pas problème. En tout cas, c'était le cas au niveau de l'expérimentation. Et finalement, vous vous demandez comment les opérateurs arrivent à justifier leur présence. Eh bien, ils indiquent que eux, en fait, ils font du opt-in, donc c'est-à-dire que bien, il y a le consentement de l'utilisateur, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, et qu'il serait aussi impossible de profiler les utilisateurs, car chaque suivi, en fait, ne serait pas partagé entre les annonceurs. Mais c'est pas tout, puisqu'ils avancent aussi qu'on ne pourra pas cibler des catégories de population, par exemple si on est malade ou alors si on a certaines sensibilités politiques, et du coup ça revient un tout petit peu à faire comme la pub dans les boîtes aux lettres, où finalement il n'y a quasiment aucun ciblage. Bref, ils baissent un tout petit peu leurs pantalons devant la commission, mais bon, pour essayer de se faire bien voir, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'inconnus, et j'ai un peu du mal à voir les tenants et les aboutissants. Et allez, pour conclure, je ne vous ai parlé que d'Orange en France, mais l'info initiale, c'était aussi que SFR et Bouygues étaient aussi intéressés par le sujet. J'espère que vous êtes ravis. Et voilà pour les principales infos du jour, mais quand même, juste avant de se quitter, n'oubliez pas que demain, on fera un live à 12h30 autour d'une annonce qui devrait vous intéresser, la fameuse surprise. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit. Bref, comme on dit, rayez les mentions inutiles. Et on se dit donc à demain.